J'ai l'idée de lancer un podcast sur l'océan. J'achète tout le matériel, les micros pour enregistrer. Je me lance dans la recherche de logiciels pour le montage. T'as acheté tout ton matos là carrément. J'ai acheté les enregistreurs, il me manque un casque. Putain, tu t'es chauffé. Ouais, je me suis dit si j'achète, j'ai pas le choix que de le faire. Oui, Je ça me c'est suis dit il y vrai. a deux trucs qui t'engagent, c'est en parler aux gens et Ouais, acheter le matos. c'est vrai. Bref, j'achète tout cet été en août 2025 avant de partir pour 3 semaines à Darla, dans le Sahara occidental, faire du kitesurf, une de mes passions. 3 semaines au cours desquelles je me suis dit que je ferais des tests son pour le lancement du podcast, sans trop me mettre la pression, sans trop savoir ce que j'en ferais. Je commence à en parler autour de moi, à enregistrer à droite à gauche, avec en fond sonore le bruit des vagues, du vent et le cri des mouettes. Bienvenue dans le Grand Bleu. Je m'appelle Mathilde et je pars à la rencontre de celles et ceux dont la vie est liée à l'océan. Aujourd'hui, je vous propose cette série de plusieurs épisodes, puisque finalement, ces enregistrements, j'ai décidé d'en faire quelque chose. J'ai décidé qu'il me servirait à vous faire découvrir un lieu entre terre et mer, où se croisent nomades du désert et voyageurs du monde. J'ai voulu en faire une série sur le lien humain et spirituel à l'océan, où tout commence autour du vent. C'est donc ici, à Darla, que tout a commencé. Dans cette lagune immense posée au bord des dunes, en plein désert sahraoui. Darla est une ville qui accueille ceux qui viennent chercher le vent, la liberté ou simplement un peu de silence, de repos face à l'océan. C'est un lieu de passage où se retrouvent les amoureux de la mer, du grand bleu, les touristes qui viennent profiter du kitesurf et d'autres activités nautiques, comme Patrick, dont les bribes de conversation rythmeront cette histoire. Je suis un garçon de la mer, moi. Je suis né en Tunisie. J'ai vécu dans une baraque en terre cuite, élevée par mes grands-parents de 0 à 3 ans, où il y avait la mer, elle était à 20 mètres. J'ai été nourri très jeune par le sable, le bruit des vagues, l'eau salée sur les lèvres. Ça a été ma vie pratiquement tout le temps. Les Nomades, c'est la première auberge que la baie a vu naître. Celle où l'on se sent bien, chez soi, celle où il fait bon vivre, où l'on rit et où l'on partage tout, peu importe d'où l'on vient. Peut-être ça faisait la 20e fois que je venais à Darla, donc l'équivalent de 3 ou 4 ans. Et on était tombé sur un mec qui s'appelait Messian et c'était un curé. Et le soir, il venait en curé et moi, je me régalais à parler avec lui parce qu'il avait fait des études, tu sais, de théologie, voilà. Et il avait étudié les 3 religions. Et moi, ça me passionnait. On passait le soir. Et un jour, je lui ai dit, il y a pas mal de chrétiens ici. Si tu veux, fais une messe dimanche matin, tu verras, pourquoi pas. Et il a fait une messe, tout le monde connaît l'auberge, enfin, ceux qui sont venus. Derrière, il y a une petite dune. Et il a fait cette messe en haut de la dune dimanche matin. Et il y avait autant de chrétiens que de musulmans qui sont venus, alors que les musulmans n'avaient pas été spécialement invités, mais ils étaient curieux de venir voir ce que c'était une messe catholique, en fait. D'ailleurs, j'en parle, j'ai les poils. Il a eu un message extraordinaire, en fait. C'était incroyable. Et à la fin de la messe, il y a tout le monde qui s'est pris dans les bras, musulmans, catholiques. Putain, c'est fou. Et c'était là. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Putain, qu'est-ce qui m'est arrivé là? Et C'est un moment de partage hyper fort. il faut que tu arrives dans le trou du cul du monde du désert, quoi, pour voir des musulmans, alors que quand tu regardes dans les infos, dans les médias, ça se tape sur la gueule et tout, et là, tu t'aperçois que des gens simples, eh ben, ils passent au-dessus de tout ça, ils se sont tous embrassés. Et moi, ça m'a ému, quoi. Il y a qu'à l'auberge des Nomades que tu peux voir ça. Ici, tu verras jamais ça. Dans toute la lagune, tu verras jamais ça. Et le mec, il était venu là parce que c'était dans ses moyens, tu vois, c'était Roots à l'époque. Tout le monde se prenait dans les bras et tout le monde pleurait. Ça, c'est l'auberge des Nomades. Voilà. Et je pense qu'il y a qu'à l'auberge des Nomades sur toute la lagune que tu peux voir ça. Après, tous les jours, il se passe des petits trucs très sympas. Et c'est pour ça que je viens depuis
plus de 15 ans, voire 16 ans à l'Auberge des Nomades. Au-delà du kite, au-delà des gens sympas qu'on peut rencontrer, il y a quand même une espèce d'alchimie qui se passe entre les gens. Et moi, je dis que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Une semaine, ça devrait pas... Les gens qui font des burn-out et qui ont bourre de cachets, tu leur payes une semaine à l'Auberge des Nomades, ils reviennent, ils sont en pleine forme. Darla, c'est un lieu de rencontre, où l'on respire le grand air, où le vent frappe le visage et où le soleil brûle la peau. Robin, Anaël ou encore Vincent y reviennent, comme Patrick, pour le kite. Vincent m'explique pourquoi lui, il revient à Darla depuis quelques années. Je suis allé 4 fois. Quatre fois. Parce que c'est la famille. C'est la Parce que famille. là-bas, on peut venir tout seul, on mange à une table, on est avec tout le monde, on connecte directement avec tout le monde et ça, c'est génial. Et les propriétaires, ils sont vraiment très, très gentils. Ça sent Ok. comme à la maison. Tu vas à Darla pour le kite. Est-ce que tu peux nous décrire le spot? Le spot, c'est une énorme lagune. Il y a 3 différents gros spots très connus à Darla. T'as le petit lagon, le speed spot et le secret spot. Et après, il y a d'autres spots aussi un peu autour, mais ça, c'est les 3 principaux. Ça, c'est lequel de 3 spots ton préféré? Mon préféré, moi, c'est le speed spot. Pour aller vite. Pour aller vite et haut. Ok. Et c'est quoi les conditions de vent là-bas? Conditions de vent, ça commence à 15 nœuds, 20 nœuds, et des fois, c'est hyper strong et ça peut aller jusqu'à 35 nœuds. Mais c'est un peu plus rare quand même. En vrai, en moyenne, on est quand même à 20 nœuds. C'est un spot qui souffle quasiment tout le temps, de avril à septembre, octobre, donc on sait si on va là-bas, il y a du vent. Et en 4 heures d'avion, on est directement sur le spot, ça c'est trop cool. C'est un spot qui, pour tout niveau, genre déjà quand tu veux commencer, t'as un gros spot de flat juste à côté de toutes les auberges, où t'as pied quasiment partout, et pour apprendre c'est génial. Et dès que tu commences à prendre un peu en niveau et tu veux aller voir d'autres choses, t'as des spots un peu offshore avec du vent qui est un peu plus fort et avec des gros spots de flat où tu peux bien évoluer. Des débutants ont confirmé, les voiles s'élèvent sur la lagune. Quand on se balade sur la plage, on entend le cri des mouettes, parsemé de celui des moniteurs et de l'incontournable « Push the bar !» Quand on traîne à l'auberge, c'est le jargon des sportifs qui s'élève, des discussions techniques à n'en plus finir sur le kite. Anna, toi quand tu renvoies tes loops main avant, ton kite tu le mets un peu derrière pour l'envoyer main avant. Et j'envoie main avant. Mais le mieux, c'est de choquer un peu aussi. Donc, ok, donc tu choques un peu et tu bordes choqué ou tu rebordes à fond en... Ok, donc tu choques légèrement, ouais, pas à fond. Et là tu bordes, en gros ta barre, ok, allez, on va dire qu'il y a la jauge qui est là et tu la bordes à fond à ce niveau-là quoi. Ok. Mais ils sont smooth là, vos loops là, à chaque fois là. Je vous revois, ça m'énerve là. Enfin, je vous vois, ça. Y a pas le tac, tu vois. Oui, on voit, ou pas d'ailleurs. Et à ces discussions techniques se mêlent des anecdotes sur l'eau, sur l'océan. De ceux qui sont plus ou moins à l'aise, ou de ceux qui d'ailleurs en ont parfois même un peu peur, comme Chloé. Pourquoi t'aimes l'océan? T'aimes pas l'océan? peut-être? J'aime bien l'océan, ouais, parce que... Pourquoi je sais pas. L'océan, je trouve que voilà, l'océan, c'est grand. Et quand tu navigues sur l'eau en kite, est-ce que t'as peur de ce qu'il y a en dessous? Ah, mais si. J'ai pas peur de ce qu'il y a en dessous, mais j'ai un peu peur de me noyer. Pour Ah ça, ouais d'ailleurs, j'ose pas faire des sauts. Hein. Mais- Il y a une fois, j'ai bu la moitié de la lagune de Darla il y a 2 ans, là, et... Non, mais je suis pas... C'est pas mon élément, l'eau, de base, qu'on soit clair. Raconte-nous cette histoire. Bah, c'est simple. J'ai pété une ligne, qu'un mec m'a foncé dessus, et je suis partie en kite loop, sachant que je sais pas faire des kite loops. Du coup, ça m'a traîné sous l'eau. Là, t'as fait des deathsloops. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ça tournait en C'est continu. genre, et j'avais ta la barre, tête elle sous est l'eau. coincée et du coup, ton kite, il part en loop devant toi. Et ça tire, ça tire, ça tire. Et du coup, il faut juste réussir. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est horrible. J'ai trouvé cette expérience absolument désagréable. Moi, je me suis surtout dit, s'il y a quelqu'un qui est devant moi, je le dégomme. Moi, j'en avais rien à foutre. Je me suis surtout dit, si j'arrive pas à décrocher ce truc, je me noie. Donc, j'ai pas trop aimé l'expérience, tu vois. Une fois sur le kite, ça va en vrai, mais c'est vrai que je suis pas totalement rassurée dans l'eau. Des kiteurs avec des histoires comme celle-là, il y en a beaucoup. Et en dehors de ceux qui sont de passage, j'ai aussi voulu interroger ceux qui restent. Abdel est moniteur au Nomade, il est ivoirien. Il nous raconte son premier water start. C'était mon watersta. Ouais. C'était au Pispot. C'était la marée haute. Après, je me suis retrouvé dans la marée basse. Du coup, Il était flippé. T'étais que là où on a papier et où le vent t'emmène au large, quoi, Ouais. avec le vent off. Donc, du coup, moi, j'ai vraiment eu peur. J'ai failli me noyer. Je suis descendu sous la mer. Peut-être 3 mètres de profondeur. Mais tu sais Heureusement que nager? Non, Tu sais pas je nager? ne sais pas nager.
Mais heureusement que la voile, j'ai pas largué. C'est la voile qui m'a sorti de l'eau. Heureusement. J'étais venu avec un mec qui travaillait avec mon ancien patron, tu vois. Donc, ils sont jeunes, tu vois. Et ils s'en foutent. Mais avec cette galère, mais ils étaient en train de rigoler. Ouais, parce qu'ils ont pas réalisé la gravité de... Ouais, mais ils savaient que moi, je ne savais pas nager. En plus, j'étais pas loin de la plage. J'étais au moins 5 mètres de la plage. La voile était sur la plage. Il suffisait juste qu'ils tirent la voile pour sortir. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé à rigoler. Tu vois? Heureusement qu'ils maîtrisaient bien la voile. Déjà, moi, avant que moi je me fasse Waterstar, moi je maîtrisais bien la voile. Et c'est qu'ils ne savent pas nager. Donc ça, Faut apprendre à nager. Je ne vais jamais oublier celle-là. Mais là maintenant, ce qui me sauve, je sais flotter déjà. Je flotte et je suis tranquille dans l'eau. Je panique pas. Ici, j'ai voulu partir à la rencontre de ceux qui rythment la vie de la lagune. Pas seulement les étrangers, mais les locaux, les expatriés, comme Mika, Abdel ou Hassan, qui sont arrivés ici par choix ou par hasard. Il faut que je quitte la Côte d'Ivoire. T'avais pas ta liberté. Non, même pas. Parce que moi, j'adore la liberté. Moi. Un jour, je me suis assis, j'ai dit, il faut que je quitte la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai vérifié. C'est quel pays je peux aller avec le passeport ivoirien sans payer le visa. J'ai vu le Maroc, j'ai vu l'Algérie, j'ai vu plein de pays, mais moi, j'ai choisi le Maroc. Pourquoi t'as choisi le Maroc? Je sais pas, jusqu'à aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai choisi le Maroc. Parce que déjà, quand j'ai vu le Maroc, j'ai vu le paysage, c'était vraiment magnifique. La ville est propre. Et je ne me suis pas renseigné sur les Marocains. Tu savais C'est le tout de pays. suite que t'allais venir à Darla? Ou Non. au début c'était juste Non. Maroc, mais tu savais même pas où t'allais aller? Je ne savais même pas où aller. Ok. Donc ici, j'ai entamé la procédure de mon passeport. Le passeport, il fait 3 jours pour sortir. Le même jour que le passeport il est sorti, j'ai fait pris mon billet d'avion. Le même soir, j'ai pris mon billet d'avion, c'était à 2h du matin. Donc je suis arrivé à Casablanca à 5h du matin. Ok. Je suis resté à l'aéroport de Casablanca de 5h du matin jusqu'à 17h. Parce que je ne sais pas où aller. J'ai réfléchi. En plus, il était tellement froid, c'était en février. En Côte d'Ivoire, il fait chaud, au moins 30 degrés, mais tu arrives à Casablanca en février, il est, je pense, 10 degrés. Donc, je suis parti à la gare de train. La première ville que j'ai vue, c'est Fès. J'ai fait 5 jours là-bas. J'ai croisé un Guinéen. Je lui ai demandé, là, depuis que je suis là, ça fait 5 jours, mais je ne vois pas les Ivoiriens. Il dit, si tu veux voir des Ivoiriens, c'est mieux de partir à Rabat. Donc, je suis parti à Rabat. J'ai vu une communauté ivoirienne là-bas. Ils m'ont hébergé 3-4 jours. Après, je leur ai dit, moi, je ne peux pas rester ici. Je cherche une ville où je peux travailler. Ils m'ont conseillé Dakhla. Et là que je suis venu à Dakhla. Donc, je suis arrivé à Dakhla encore ici, moi, je ne connais personne. Donc, je me suis renseigné s'il peut y avoir un foyer, juste pour quelque chose, pour voir bien comment ça fonctionne la vie. J'ai fait 5 jours. 5 jours, après, j'ai pris ma chambre. Parce que moi, j'adore la liberté. Hein. Donc, j'ai pris ma chambre. C'était à combien? C'est 800 dirhams par mois. Toute seule. J'ai pris la chambre. J'ai travaillé dans la zone des poissons. Exercice des poissons sardines. Là-bas, j'ai fait 2017-2018. Mais 2018, j'ai quitté la zone. J'ai fait mon lavage de la voiture. Donc, c'est là que j'ai connu mon ancien patron du kite. Là, j'ai fait 5 ans avec lui. C'est lui qui t'a formé à faire du kite? C'est vraiment pas lui, mais c'est un mec qui travaille avec lui. C'est lui qui m'a donné quelques conseils. Parce que moi, j'ai pas pris les cours comme on donne les cours aux élèves. Moi, j'écoutais, je notais, j'avais mon carnet. Quand on donne les cours, moi, j'ai mon carnet dans ma poche. Tu vois, les mots qu'ils disent, je passe derrière, ils me cachent et puis j'écris des notes. Donc, quand j'arrive à la maison, je bosse. Lâche là-bas, à gauche, comment tu fais le Waterstar, comment ça fait pour remonter au vent, tout ça, je note dans mon carnet. Il m'avait fixé un salaire, 350 € par mois, au début. En ce moment, il ne donnait pas les cours, j'étais juste assistant. Après, j'organise tout le matos, c'est moi qui organise tout. Moi, je donne aussi les cours. C'est moi qui dépose les clients, c'est moi qui fais les encaissements. Donc, du coup, normalement, il doit augmenter mon salaire. Mais non, il n'augmente pas mon salaire. J'ai entendu une semaine avant d'appeler Habib, direct. Quand j'ai appelé Habib, Habib m'a dit, tu peux venir tout de suite travailler. Tu viens, on va discuter et après, tu commences le travail. Et du coup, ça, c'était quand? C'était en août 2024. Ah, donc c'est assez récent. Ouais? Ça fait 1 an que t'es là. Ouais, 1 an, ouais. Et alors, tu Et moi? te plais ici? C'est trop tranquille.
Mais Et alors, t'aimes bien vivre à Darla, au bord de la mer? Ouais, ici, c'est trop bien. Et le kite, t'aimes bien faire du kite pour le kite ou c'est plus c'était une opportunité pour travailler? Non, moi, j'adore le caillou, vraiment. Et j'adore donner le cours. Ouais. J'adore donner le cours. Je n'adore pas le Aux kiter. débutants, en plus. Ouais, débutants, vous discutez bien, tu apprends beaucoup de choses avec eux. Parce que, en plus, les débutants, ils sont vraiment sincères. Ils sont très reconnaissants. Et l'objectif, c'est de glisser sur la planche. Mm. Et d'être en confiance. Donc, du coup, quand ils arrivent à faire les bords et faire les transitions, tu deviens les héros. Pour l'instant, ici, tranquille, ici. Tu veux rester du coup à Darla? Moi, mon objectif, c'est de faire mon école de kite, moi-même. À Darla? Peut-être à Dakar ou Zanzibar ou Cap-Vert ou quelque chose comme ça. Mais en Afrique quand même, pas en Europe. Faire mon école de kite. Faire mon école de kite, avoir mon école tranquille, habiter tranquille. Et c'est mon objectif. Développement de la lagune autour du kitesurf crée de l'emploi et attire. Hassan est marocain, il vient d'Essaouira et me raconte son arrivée à Darla, comment il est tombé amoureux de la lagune et a choisi d'y rester, même après avoir dû arrêter le kite. Je m'appelle Hassan. Hassan, pas Hassan. J'ai 32 ans. Et puis voilà, donc je suis berbère d'Agadir, dans les régions d'Agadir. Et je suis à Dakhla depuis 2015. T'es donc 10 ans que t'es à Darla. Oui, 10 ans, presque 10 ans, exactement. Et comment t'es arrivé à Darla? Alors, au début, je suis venu pour apprendre le kite. Et donc, vacances? non, en fait, parce que je travaille à Agadir, j'ai arrêté le travail parce qu'avant, j'ai travaillé comme je suis un mécanicien. Je répare les voitures et tout. Et après, j'ai une somme d'argent et je me suis dit, alors je vais aller à Dakhla. Et je suis venu et j'ai resté 6 mois à Dakhla. Donc, j'ai acheté du matériel et j'ai appris à kiter. Et après, j'ai rencontré un propriétaire d'un hôtel. Il m'a proposé si je veux travailler avec lui. Je me suis dit, OK, bah, vas-y. Et puis voilà. Et depuis ce jour-là, je suis toujours là. Pourquoi t'es tombé amoureux de Darla? Bah, je sais pas, en fait, ça me convient très bien. Tu vois, l'atmosphère, c'est vraiment calme et tout. Moi, j'aime bien le calme. Et ça fait depuis combien de temps que tu travailles au Nomade? Ça fait presque 2 ans et demi. Mais j'aime bien, en fait. Ici, au Nomade, j'ai pas l'impression que je travaille. On est en train d'échanger, tu vois. Genre, en fait, c'est un peu comme je suis chez moi. Et après, tout ce qui est manuel, les réparations, c'est mon truc, j'aime bien. Donc, voilà, quoi. Après, rencontrer les gens. Tu donnes des cours aussi ou... Non, avant, oui, j'ai donné quelques cours. Mais Maintenant, non. là, non, juste des réparations. Et pourquoi tu kites plus? Ah, en fait, parce que j'ai fait un accident sur l'eau et ça a traumatisé un peu le truc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que normalement, chaque janvier, je vais à Agadir pour voir la famille. Et après une semaine avec la famille, les amis, je vais à Imsouane. Imsouane, c'est un spot de surf, très bon spot. Et donc, en fait, il y a un ami à moi qui l'a mis dans mon repas, huile de shit. Ah. Il m'a rien dit. Et j'ai beaucoup mangé le truc, il m'a rien dit. Et je suis allé pour faire une session de surf. Et là, mon cœur a commencé à accélérer. J'ai l'impression qu'il va sortir dans sa place. Hein. Et mon cerveau a commencé à créer des scénarios comme tu vas mourir, tu vas être fou. Oui, Parce tu avais fait un peu un bad trip ou t'es tombé Ouais, dans un ouais, truc ouais. paranoïaque. Exactement. mais dans l'eau. Et sur l'eau. Et le problème, c'est que je savais pas. Oui. Et après, j'ai perdu de conscience, en fait. Je Dans suis l'eau? terminé par l'hôpital. Ah oui. Et depuis ce jour-là, j'ai eu toujours des crises de panique qui Dès que tu viennent. retournes sur l'eau? Quand je rentre sur l'eau, le cœur a... Et après, j'ai plus de... Tu vois, Une farce dans les tu sais, jambes. quand t'as la peur de quelque chose, tu veux vomir, tu vois. C'est le même, le même Ça te manque sentiment. pas trop les sensations de qualité quand même d'avant? Ouais, avant, c'était bien, ouais. Mais après, c'est vraiment... C'est pas fan du tout, après. Non. Donc, les réparations et tout, j'aime bien. Et après aussi, la musique, ce qui m'attire beaucoup. J'aime bien la musique touareg, ou la musique sahraoui d'ici. La musique, t'en fais beaucoup, enfin... En plus Ah. de là, quand tu prends la guitare ici, mais sinon, t'as fait aussi ailleurs? Alors, la musique, je l'ai fait souvent chez moi, dans la tente, tranquille.
Je fais beaucoup de l'électrique, de la guitare électrique, beaucoup. Mika, quant à lui, est ivoirien comme Abdel. Il partage avec Hassan un amour de la musique et avec Abdel le fait de ne pas savoir nager. Il ne kite pas, n'a pas d'attrait spécifique pour l'océan, et pourtant son parcours l'a mené à Darla. Mon nom c'est Michael, le prénom disons. Sinon à l'état civil, mon nom est Irie Bikoye Michael. Irie qui signifie chez nous, Côte d'Ivoire, qui signifie soleil. Donc bref, voilà. Et je suis un jeune Ivoirien. T'es né quand, Mika? Je suis la vraie date. La vraie date. Ok, je suis de 1986, précisément, le 19 septembre. T'as déjà essayé le kite? Le kite, non. En 6 ans, non, je n'ai jamais essayé le kite parce que ça me dit pas plein de choses, en fait. Tu fais pas de pêche non plus? La pêche, non, la pêche, non. T'es le seul de l'auberge qui a aucun lien à la mer. Moi, l'eau, c'est pas mon truc, en fait. Tu sais nager, toi, ou pas? Nager, non, parce que moi, je flippe. Ouais. Et baigner, c'est pas mon truc. Ouais, non. En fait, ça m'intéresse pas trop, quoi. Je trouve pas grande chose à ça. Moi, j'aspirais au foot. Ma vie, c'était que le foot. Je faisais que du foot, que du foot, que du foot. Et j'ai été détecté par un centre de formation. Moi, j'avais l'âge qui était déjà avancé, qui ne respecte pas les normes du centre de formation. T'avais quel âge? Ben, là, j'avais déjà 18 ans et même plus. Or, le centre de formation, tout au plus, c'est 10 ans que ça. Donc, il fallait me faire un autre extrait pour que je puisse intégrer le centre de formation. Donc là, voilà, ils ont été voir pour pouvoir me donner d'autres papiers pour pouvoir intégrer dans le centre de formation. Ils ont modifié ta date de naissance. Tout à fait. Je commence d'abord en centre de formation. Après, en centre de formation, je commence en division d'honneur. J'aspirais le foot, je dormais, c'était le foot, tout le rêve, c'était le foot. Et après, voilà, j'ai commencé à jouer en 3e division à Niablé. C'est une ville qui fait frontière avec le Ghana. J'ai passé 8 mois là et après les 8 mois, je suis revenu encore en Côte d'Ivoire. Après ça, j'étais là et puis j'ai un ami qui vivait ici au Maroc qui m'a contacté. Il dit, ça te dirait de venir au Maroc et venir passer une saison? Donc, au début, t'es venu au Maroc pour le foot. Oui. Et t'avais quel âge? J'avais 18. Donc sur le 2e passeport, avec la fausse date. Ouais, ben on va pas dire la fausse date parce que ça, je l'ai finalement gardé. L'autre, on l'a carrément oublié parce que là, c'était plus l'identité, c'était plus moi encore. Donc, en 2018, soit je prends le vol d'Abidjan et j'atterris à Casablanca. J'arrive à Casablanca, je passe une semaine, je vais dans les différents clubs. Sauf que eux, ils avaient déjà fermé les listes parce que le mercato était déjà fini. Donc, je pouvais pas intégrer. Et là encore, il y a un autre qui m'appelle, qui me dit, écoutez, il y a des clubs ici à Dakhla. Eux, ils n'ont pas encore commencé le recrutement. Et ça te dirait, toi, de venir, je dis, c'est quoi ça? J'arrive à Dakhla et le lendemain, on se rend dans le club. C'était en son temps, c'était Molodia. En fait, il y a 3 clubs ici, mais celui-là qui a un bon niveau dans le championnat, c'était Molodia. Donc j'arrive, on nous demandait d'avoir joué en sélection, chose que nous, on n'avait pas. Moi, on s'entraînait en fait avec le club, attendre à ce que ça arrive et puis après, voilà, je puisse signer avec le club. Sauf que, comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Et là, il y a ce fameux truc, fin 2019 à 2020, il y a ce truc de Covid qui débarque. Et le confinement arrive. L'homme chez qui je débarque, lui me dit, écoute, voilà, tu es au Maroc, merci bien, et moi, je m'en vais à Tanger. J'ai dit, mais c'est quoi ce délit? Il m'a dit, écoute, moi, je suis arrivé, c'était pour la traversée. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Parce que moi, je savais pas en gros qu'ici, les gens ils prenaient les embarcations, en fait, à poussière en Europe. Donc, il m'a dit, voici les clés, je vais te présenter au bailleur. Il dit, écoute, c'est le nouveau locataire qui est là, donc voilà, c'est lui qui va devoir payer maintenant la maison, tout ça. Et là, lui, il part.
Donc, j'ai pas encore signé dans le club. Il y a le Covid. J'appelle la famille pour me faire venir des sous. Aucune transaction en son temps. Tout est fermé. Ben là, c'est une galère pour moi. Et donc, du coup, je devais bouger mes fesses. Il fallait aller, comme on appelle, à la zone, c'est-à-dire à Dakhla. Il y a des coins là où ils font les traitements de poissons. Voilà, et je crois 12 heures pour 10 euros. Mais j'étais obligé d'aller bosser là en attendant que les choses s'améliorent pour moi et puis pour que je puisse reprendre le foot. À ce moment-là, je connaissais pas encore le domaine de la restauration, tout ça. Non, non. Je savais même pas c'était quoi le kite, c'était quoi le truc. Ah non, parce que moi, c'était le foot. Voilà, donc, du coup, je vais à la zone pour le travail. À chaque fois que les jours passaient, je me disais qu'on s'approchait là où je devais payer l'appartement. Pourtant, j'avais pas de sous. Donc, il fallait trouver quelque chose pour payer. Ah, là, c'était trop dur. Pour moi, c'était trop dur. Mais chaque nuit, je pleurais le matin, je me remets de courage. Et je dis, ça va aller. Chaque jour, je me dis, ça va aller. Et c'est comme ça que j'ai débuté dans ces lieux-là. Mais avec mon courage et puis le truc, et puis l'ambiance que j'avais, ben, j'arrive à mettre l'ambiance là. Et puis bon, tout le monde m'aimait. Parce que lorsque je travaillais, j'essayais de danser, donc ça plaisait à tout le monde. Voilà. Et c'est comme ça qu'il y a un frère qui me voit et dit, mais toi, tu danses ici. Il y a des hôtels qui ont besoin des jeunes pour danser. Est-ce que tu le sais? J'ai dit non. Il dit, bah, ok. Si jamais j'entends parler qu'ils ont besoin de quelqu'un, je t'appelle. Et c'est comme ça, je me rappelle 2020, le février, je me rappelle 19 février. T'as commencé où au début? Oui. À Dakhla Club. Et là, j'ai commencé là. On m'appelle en tant que serveur. Je ne savais pas c'était quoi le service. Et là, mon ami me dit, si tu arrives, tu dis non, que tu es un serveur. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. J'arrive, je vois le monde, il y avait près de 200 et quelques personnes. On me dit, tu es serveur. Je lui dis, allez, vas-y, change-toi. Et là, je demande à mon frère, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, suis-moi, regarde ce que je fais. S'il te plaît. Je ne savais même pas c'était quoi qui était les couverts. Est-ce que je peux avoir les couverts? Ben, j'étais perdu carrément. Donc, je prends l'information avec mon frère qui est à côté de lui, dit, ben, c'est quoi? Et je regarde sa façon de débarrasser les tables. Ben, moi, je débarrassais, voilà, un peu comme à la campagne, je mélangeais tous les trucs ensemble, tout ça, je prenais tout. Mais il y avait une seule chose que je gardais, c'est-à-dire ma mobilité, en fait, dans la salle, je bougeais partout. C'est ce qui a plu, en fait, au directeur. Le soir tombé, il avait dit, t'es pas un serveur. Mais j'aime ton courage. Et là, je passe là une semaine. Il y a une soirée qui se prépare dans la semaine. Ils ont mis un son de Michael Jackson, vu que moi, j'avais donné dos au public qui était là, parce que eux, ils étaient en train de faire la soirée. Et moi, je suis le serveur, donc je fais pas partie de la soirée. Donc, moi, j'étais là en train de essuyer les couverts, et en même temps, je me suis mis à danser, sauf que je savais pas que, pendant que je dansais, eux, ils avaient arrêté de danser. Donc, ils avaient tous les yeux rivés sur moi, et moi, je savais pas. Donc, il m'a fallu faire un pas de rotation, et quand je fais la rotation, je tourne à peine, mes yeux tombaient sur ces milliers de personnes qui me regardaient. Tu t'imagines la honte que j'ai eue, mais je n'ai pas pu tenir, en fait. J'ai déposé l'assiette et je suis parti, j'ai filé en cuisine. Ah ouais, quelle honte. Et pendant que je filais, j'ai entendu le monde en train de vraiment de dire, oh, 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 mais où vas-tu? Reviens. Et là, je vais me cacher directement en cuisine. Et je me rappelle bien, en son temps, Ramzi, qui était le barman de là-bas, est venu en cuisine me chercher. Il me dit, viens, et le grand boss veut te voir. Ah, là, j'ai eu le cœur qui s'est mis à battre 360 fois. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait, bon sang? J'ai encore fait quelque chose de mauvais. Vraiment. Il me dit, non, que viens. Et là, ben, je lui fais confiance, je le suis, j'arrive. Il me dit, écoute, c'est pas là-bas qu'on danse, mais c'est ici on danse. Donc, viens, tu vas danser là. Et il dit, DJ, tu mets la musique et le jeune garçon va danser. Là, je monte sur la scène, la piste, et ils mettent la musique et je me mets à danser. L'histoire de danse, pour moi, elle est innée en moi. Tant de fois que je suis à l'aise dans mon corps, une petite musique seulement me donne à pouvoir dégager l'énergie que j'ai en moi. Donc, le lendemain, moi, je devais monter à 14 heures. Donc là, le directeur, il arrive, il dit, ben, tu bouges pas. J'ai fait 2 ans. Je suis resté 2 ans. Et parce que là, ils m'ont dit de passer au bar. Et quand est-ce que tu arrives au Nomade?
J'ai reçu un coup de fil, c'était mon frère Moussa qui travaille à Darala Club qui m'avait appelé et que c'était, qu'on appelle Habib, qui avait besoin d'un barman. Donc, et j'ai dit, bon, attends, je passe ici à Nomade d'abord voir. Et là, quand je suis arrivé, j'ai trouvé Habib qui était sous l'arbre là. Et là, c'est comme ça que je suis arrivé, j'ai trouvé Habib là, on essaie de changer. Il m'a dit, ouais, qu'il voulait un barman, tout ça. Ben, quand j'ai regardé le cadre, c'était pas le lieu, vu que les hôtels que j'avais déjà fréquentés, pour moi, c'était plus bas de ma classe, en fait. Donc, et là, sauf que j'ai commencé ici, j'ai trouvé une belle ambiance qui était différente de tous les hôtels que j'avais déjà visité, j'avais déjà travaillé. Ici, on avait une ambiance de comment on appelle la clientèle, en fait, qui partageait tout. Et puis j'ai dit, parce que j'avais jamais vu ça nulle part. Et des personnes, ça mangeait ensemble, ça rigolait ensemble, ça faisait tout ensemble. Donc j'ai trouvé ce truc que j'avais perdu pendant longtemps avec ma famille. Là, je me disais, tiens, je suis déjà en famille chez moi. Alors c'est ce truc-là vraiment qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup touché. Et donc du coup, je suis resté là. Je vois Darla comme un carrefour d'identité. Sahraoui, marocaine, africaine, européenne. Ce qui relie toutes ces personnes, ce que tous aiment à Darla, ces sentiments de liberté, d'échappatoire, l'impression d'être nomade comme on est à la maison, de partager des soirées, de faire ensemble de la musique, de ne penser à rien d'autre qu'au vent, à l'océan et à l'instant présent. Aujourd'hui, Darla attire les kitesurfers du monde entier. Mais avant les ailes, il y avait les filets. Avant le vent, il y avait la mer. Pour comprendre d'où vient la ville, il faut plonger dans son autre visage, celui de la pêche et aujourd'hui du développement. Merci d'avoir écouté Le Grand Bleu, le podcast qui interroge les liens entre humains et océans. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à l'aimer, le partager et à t'abonner.